mot par mot. Mais bien avant ça, nous sommes à 300 personnes, il n'y a que 100 partages. Les gars, partagez l'information pour les Ivoiriens. J'aimerais voir au minimum 300 partages, les gars. Partagez l'information pour les Ivoiriens. Je vais les prendre mot par mot. Je vais les démonter ce soir. Voilà. Je vais les montrer que nous, là, nous ne sommes pas là pour rigoler. Ces opérations ont pour but d'appréhender les auteurs de cette attaque et tout individu qui aurait pu participer à cette attaque. Au regard des objectifs que nous recherchons et de la confidentialité qui est liée à ce type d'opération, il est évident que nous ne pouvions pas prévenir les populations au préalable comme nous avons l'habitude de le faire. L'état-major général des armées tient à rassurer les populations. J'aimerais répondre ici au monsieur qui parle, parce que pour moi, c'est pas un militaire, c'est juste un clone qu'ils utilisent pour être porte-parole de je ne sais pas quelle armée, de quelle armée il parle. Voilà, donc ce monsieur nous fait comprendre que les Ivoiriens n'étaient pas informés, qu'ils ne pouvaient pas informer les Ivoiriens. Mais je tiens à vous informer que eux-mêmes, depuis la France, Alassane Draman Ouattara a dit à son frère de faire, comment je vais appeler ça, une alerte. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire était en alerte rouge. La Côte d'Ivoire était en alerte rouge et tout le monde le savait. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux le savaient très bien. Donc nous savions très bien que la Côte d'Ivoire était en alerte rouge. Et la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la population, était déjà au courant. Donc nous allons continuer, mais lui là, je vais le démonter tout à l'heure. Et puis on va passer à un Ange Kessi. Et puis je vais vous montrer des preuves que l'attaque, la soi-disant attaque du camp militaire de la Côte d'Ivoire était juste une mise en scène. Et je vais vous montrer des preuves. Mais j'aimerais vous dire quand même de continuer de partager le direct. Voilà, les Ivoiriens, partagez le direct. Que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour qu'elles puissent vaquer de façon sereine à leurs occupations. Elles devraient en outre. Ici, ils nous font comprendre qu'ils passent une information pour dire que la population ne devrait pas s'inquiéter, que la population devrait vaquer à leurs occupations. Mais j'aimerais faire comprendre ici à Ange Kessi et ce Pantin que après les soi-disant attaques qui s'est passée, qui s'est déroulée à 1h du matin, déjà à 5h du matin, 4h du matin en Côte d'Ivoire, nos mamans partaient déjà vendre les marchandises. Nos mamans allaient déjà au marché, dans les lieux de commerce. La Côte d'Ivoire était déjà en mouvement depuis 4h du matin en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas attendu qu'il fasse un communiqué de merde pour se mettre au boulot. Donc les gars, continuez de partager le direct. Voilà, continuez de partager le direct. Aucun cas cédé à une psychose inopinément créée. Alors, colonel, il faut qu'on revienne sur ce qui s'est passé à la base militaire de Ndautré dans la nuit du 20 au 21. Tout à fait. Il y a un communiqué du chef d'état-major qui a déjà été donné, mais je vais revenir rapidement un peu sur ce qui s'est passé. Dans la nuit du 20 au 21, comme je vous disais, aux alentours d'1h15, la base a essuyé des tirs. Et notamment au niveau de ce qu'on appelle dans notre jargon le poste de police, qui est l'entrée principale du site. Évidemment, nos éléments qui étaient en faction à cette heure-ci ont riposté à ces tirs, et ces échanges de tirs ont conduit à la déroute des assaillants qui essayaient de pénétrer évidemment dans le camp. Et à la fin de... Partagez le direct, il y a 400 personnes les gars. Partagez le direct. Il faut partager le direct les gars. Je ne vais pas vous supplier, partagez le direct les Ivoiriens. Partagez le direct dans les groupes, partagez le direct dans les inbox, partagez les directs dans les groupes WhatsApp. Vous ne savez pas il y a quel enjeu dans cette histoire. Vous ne connaissez pas l'enjeu de soi-disant cette mise en scène. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire que vous ne savez pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout. Parce qu'on fait comprendre aux Ivoiriens que il y a des terroristes en Côte d'Ivoire et il y a des faiseurs de coups d'État en Côte d'Ivoire. Mais ce qui se cache derrière cette histoire, c'est ce que je vais vous révéler ce soir. Donc, continuez de partager le direct. Nous sommes à 135 personnes, il y a 400 personnes. Nous pouvons partager le direct et monter
à 300, à 400 partages pour pouvoir avancer. Les gars, partagez le direct. Cette déroute, nous avons quand même pu neutraliser 4 éléments. Voilà. Donc ici, il nous fait comprendre que il y a eu des individus, bon, on peut le dire parce que d'après eux, ils n'ont pas pu identifier ces individus. Dans le communiqué de l'état-major, ils n'ont pas identifié les individus. Mais ici encore, ils vont nous donner les noms des individus qui ont attaqué le camp. Dans cette vidéo, eux-mêmes disent très bien que les individus n'ont pas été identifiés. C'est-à-dire que ce sont des gens non identifiés qui ont attaqué le camp. Et après, eux-mêmes vont encore donner le nom des individus. C'est incroyable. Les gens qui n'ont pas été identifiés, après, ils vont nous dire d'où viennent ces personnes. Il faut aussi rappeler que le site militaire qui a été attaqué est occupé par le bataillon projetable ivoirien. C'est un bataillon en fait que nous avons constitué, que la Côte d'Ivoire a constitué, que nous formons, que nous entraînons afin de pouvoir assurer la relève du contingent ivoirien qui est actuellement à Tombouctou au Mali. Alors, dans un de nos reportages, on a montré. Après ces informations qu'il vient de donner, quel individu, quel être humain qui peut se lever pour aller attaquer un tel camp? Un camp qui regorge des hommes surentraînés, des armes lourdes. Comment des gens peuvent se lever un bon matin pour aller attaquer un tel camp? Même si c'était des kamikazes. Mais nous allons en venir. Mais nous allons finir avec cela. Et je vais vous démontrer par A plus B que ce sont des menteurs. Et je vais vous apporter des preuves. Et du matériel saisi, au nombre desquels des documents administratifs, du numéraire, mais surtout un fusil d'assaut et 3 machettes. Alors, c'est tout comme arsenal pour des assaillants qui attaquent un camp? Ce sont nous. Ok. Ici, le journaliste pose très bien la question. C'est pour ça que j'ai salué ce soir le journaliste. Pour aller attaquer un tel camp militaire, où il y a des casques bleus, où il y a des hommes qui sont surentraînés, on peut aller attaquer ce genre de camp avec des machettes, mais je vais prendre une petite parenthèse là, je vais vous expliquer vite fait. Vous savez très bien que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est de la comédie. Les Ivoiriens intelligents le savent. Et je vais vous expliquer. Je vais vous dire une chose ici. Ce qui s'est passé là, devant le camp militaire, c'est une mise en scène. Pourquoi je dis ça? Pourquoi on parle des choses, comment on appelle, libériens? Pourquoi on nous ramène des machettes? Parce que après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, pendant la crise post-électorale, les jeunes guerriers qui se faisaient appeler libériens parce que les cris de guerre étaient go-go, ils parlaient des mots anglais, donc pour eux c'était des libériens. Parmi ces jeunes guerriers qui étaient à l'ouest, qui sont venus pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui sont arrivés sur Abidjan. Parmi ces jeunes-là, il y avait des jeunes qu'on faisait appeler libériens et il y avait des jeunes, ces jeunes-là, ils avaient soit des petits couteaux et des machettes sur eux. Parce que lorsqu'ils partaient au front, ils avaient des machettes. Non seulement ils avaient des machettes, pas des machettes en tant que ce qu'ils nous ont présenté, parce que ce qu'ils nous ont présenté, ce sont des machettes qui venaient d'être achetées. Or, en Côte d'Ivoire, en 2010-2011, ces jeunes guerriers qui affrontaient les FSI, les machettes étaient des anciennes machettes, je peux le dire, hein, des anciennes machettes. Et c'était des armes qu'ils utilisaient après avoir neutralisé l'ennemi. Ce sont des machettes, c'était des armes blanches qu'ils prenaient pour couper la langue de l'ennemi, je peux dire, de soit le FSI ou l'ennemi qui est tombé. Et ils prenaient ces machettes ou couteaux pour couper les langues et ils faisaient un collier. Donc, ils portaient des colliers de langue. Donc, ils se promenaient avec des machettes. Je ne peux pas dire, ces machettes qu'on nous a présentées, ce n'est pas ce genre de machettes qu'ils se présentaient. Ils se promenaient avec. Mais on les a mal expliqué l'affaire. On les a mal. Ceux qui ont fait monter ce film devant ce camp, on les a mal expliqué l'affaire. Comme on les a dit que les jeunes libériens
soit ceux qu'on appelait Libériens, qui étaient à Yopougon, ils avaient des armes blanches avec eux, des machettes. Donc pour eux, automatiquement, pour tourner le film, ils sont allés acheter des machettes au marché. Comme vous le voyez très bien, ces machettes. Et que je vais vous montrer. Vous voyez très bien ces machettes. Ce sont des machettes qui venaient à peine d'être achetées. Vous-même, vous voyez très bien. Ce sont des machettes qui venaient d'être achetées. Et comme on les a dit que les jeunes libériens utilisaient des machettes et des armes blanches sur le lieu de combat, lorsqu'ils neutralisaient l'ennemi, ils prenaient les machettes pour couper la langue et ils prenaient pour porter comme collier. Donc, nous allons continuer la démonstration que je vais continuer, mais ce qui se cache derrière cette histoire, je vais vous le dire. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, alors, est-ce qu'on a aujourd'hui l'identité des assaillants? À ce sujet, je souhaiterais céder la parole au magistrat contre-amiral Ange Kessi, qui est mieux outillé en la matière pour répondre à cette question. Monsieur le commissaire du gouvernement, est-ce qu'on a l'identité des assaillants? Oui. Vous voyez comme c'est de la comédie. Les gars, nous sommes à 480 personnes. Partagez l'information. Montons au moins à 400 partages ou soit à 300 partages. Partagez, les gars. Partagez, je vais démonter ces soi-disant militaires ou je ne sais pas quoi. Partagez l'information. Nous allons démontrer à ces personnes-là que les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Partagez, les gars. Continuez de partager l'information. Ici, le soi-disant militaire qui ne peut pas répondre, on lui demande simplement que est-ce que nous avons l'identité de ces personnes. Et il le sait très bien, mais malgré ça, il dit non, que lui ne peut pas répondre à ça. Il faut poser la question à Ange Kessi. Nous sommes à 500 personnes. Les gars, continuez de partager le direct. Nous sommes à partager le direct. Qu'est-ce que c'est? Oh. Les Ivoiriens, même, ce n'est pas la peine. Là, je suis en train de vous expliquer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je vais rentrer en profondeur pour vous démontrer comment l'histoire d'attaque a été montée. Après ça, je vais vous démontrer ce qui se cache derrière cette histoire. Je vous demande de partager l'information. Et il n'y a personne qui veut partager l'information. Or, si c'était des vidéos des gens qui font je ne sais pas quoi sur Internet, ce qui n'a rien, si on disait que peut-être que Apoutu National a pris l'argent d'une fille, vous allez partager parce que c'est ce qui vous intéresse. Les Ivoiriens, vos vies sont en jeu. Et ce soir, je vais vous le démontrer. Mais je vous demande de partager le direct parce que ce qui arrive derrière là, vous ne savez pas. Ce qui arrive derrière, ce qui se cache derrière cette histoire là, vous ne savez pas. Et c'est ce que je vais vous démontrer ce soir. Donc, partagez, ceux qui veulent partager là, partagez. Ceux qui ne veulent pas partager, ne partagez pas. Voilà. Bon, je pense que dans de telles circonstances, nous avons une enquête et c'est ce que nous avons fait. Nous avons les premiers éléments de l'enquête qui ont débuté hier. D'abord, les assaillants étaient au nombre de 4. Je peux vous dire... je vais vous dire une chose, hein. Ange Kessi, avec tout le respect que je te dois, avec tous ces diplômes que tu possèdes, tu es allé sur le lieu de l'affrontement, soi-disant affrontement. Tu connais l'histoire. Tu ne devrais pas être essoufflé pour expliquer l'histoire. Lorsqu'un homme, pour expliquer une histoire, est essoufflé, ce qui veut dire que cet homme-là, il ment. Tout ce qu'il va dire là, c'est du mensonge. Donc, lorsque tu parles que tu es essoufflé, pour une histoire que tu as vécue, que tes amis ont vécue, qu'ils t'ont expliqué, tu ne devrais pas être essoufflé pour expliquer cette histoire. Tu vois, Ange Kessi. Donc, toi, avec tous tes diplômes que tu as déjà, tu n'as pas, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais je vais continuer de demander aux Ivoiriens de continuer de partager le direct, les gars. Nous sommes à 500 personnes. Vous pouvez partager ce direct au maximum. Avant que je démolis Ange Kessi, continuez de partager le direct. Révéler leur identité. Allez-y. Il s'agit de Bedel Rickens, né le 11 mai 1978 à Harper, c'est au Libéria.
Deuxième assaillant, Kana Jimmy, né le 26 12e mois 115 à Mounts County, au Libéria. Le troisième assaillant se nomme Nyepa Mani Valentin, né en 1976 à Tabou, Ivoirien. Voilà. Ici, Ange Kessi commence à citer le nom des assaillants qui étaient sur le lieu de l'affrontement, ceux qu'ils ont neutralisés. Ici, Ange Kessi nous dit que lorsqu'il y a eu l'affrontement, que les assaillants ont été neutralisés, il y avait des documents sur eux. Et c'est grâce à ces documents que Ange Kessi arrive à nous donner le nom des personnes qui ont mené l'attaque. Or, pourtant, après l'affrontement, il y a eu des documents récupérés. Et c'est avec ces documents aujourd'hui qu'on nous donne le nom des personnes. Mais, après cette histoire, après le combat au petit matin, les informations qu'ils ont données, ils nous ont dit que ces assaillants-là, ils étaient sans identité. C'est ce qu'ils ont donné comme information. Et c'est ce que le journal Le Monde nous a dit. Que excusez-moi, je vais aller doucement. Ces assaillants étaient des inconnus. Le journal Le Monde nous dit que ces assaillants étaient des inconnus. Et aujourd'hui, on nous dit, lorsque les assaillants ont été neutralisés, il y avait des pièces d'identité sur eux. Pourtant, les informations qu'ils nous ont données avant cette vidéo, ils nous ont très bien dit que les assaillants étaient des inconnus. Et maintenant, comme par hasard, on trouve des pièces d'identité sur eux. Mais nous allons continuer. Dans l'actualité, ce soir, on revient sur cette attaque. Sur ces faits-là, s'appuyant sur le fait que nous avons recueilli ces numéros. Les enquêteurs sont en port. Les portables qui appartenaient à ces assaillants crépitaient. Et les numéros qui sortaient de ces portables-là étaient en provenance du Libéria. C'était des numéros du Libéria. C'est tellement... Vous avez répondu? Non, pas répondu justement, parce que non, pas répondu. Nous avons recueilli ces numéros. Les enquêteurs sont en train de... Vous avez identifié, vous avez retracé. C'est ce que nous avons... Ça a ramené à qui? Nous ne savons pas pour le moment. Nous ne savons pas pour le moment parce que l'enquête continue. Et tout ce que nous savons, en s'appuyant sur ces faits-là, en s'appuyant sur le fait que ces numéros provenaient du Libéria, nous sommes dit que ce sont des gens qui ont leur base au Libéria et que certainement, à cette heure-là, leurs amis ou leur groupe appelaient pour savoir où vous en étiez. Je vais vous dire une chose ici. Ici, Ange Kessi nous dit le téléphone d'un assaillant crépitait. Ça dit ça sonnait à plusieurs reprises. Alors, automatiquement, sans décrocher l'appel, automatiquement, Ange Kessi, lui, il nous dit que c'était des assaillants bien organisés. Parce que juste, le téléphone a sonné plus de 30 fois. Mais moi, je peux vous dire, dans la vie, dans cette vie même-là, il y a des gens qui reçoivent des appels plus de 30 fois par jour. Ce ne sont pas des assaillants. Ce sont des gens peut-être qui font des affaires. Ou ce sont des gens qui sont peut-être quelqu'un qui va en Côte d'Ivoire et que ses parents n'ont pas de ces nouvelles. Qu'on commence à l'appeler, qu'il ne décroche pas. Ça sonne, il ne décroche pas. Or qu'il y a une information d'urgence ou bien une nouvelle qui n'est pas bonne du tout, qu'on veut lui passer. Alors on peut l'appeler plusieurs fois. Mais comme ils ont appelé les assaillants plusieurs fois, alors Ange Kessi, le magicien, automatiquement, il nous dit que oui, ce sont des assaillants bien organisés. Parce que le téléphone a sonné plusieurs fois. Voici l'information, voici les enquêtes d'Ange Kessi qui amènent à dire que oui, il y a des gens qui sont bien organisés au Libéria qui veulent faire un coup d'État. Parce que pour lui, le téléphone a sonné plusieurs fois. Les enquêteurs sont en train de... Vous avez identifié, vous avez retracé. C'est ce que nous avons... Ça a ramené à qui? Nous ne savons pas pour le moment. Nous ne savons pas pour le moment parce que l'enquête continue. Et tout ce que nous savons, en s'appuyant sur ces faits-là, en s'appuyant sur le fait que ces numéros provenaient du Libéria, nous sommes dit que ce sont des gens qui ont leur base au Libéria et que certainement, à cette heure-là, leurs amis ou leur groupe appelaient pour savoir où vous en étiez. Ça, c'est évident. Parce que ça crépitait, ça sonnait 20 ou 30 fois. Sur le portable. Donc c'est tellement qu'ils appelaient pour savoir où ils en sont, quelles étaient les nouvelles, comme on l'a dit. Mais est-ce que ce n'était pas plus simple de prendre l'appel et d'être précis pas le faire sur cela?
Ils ne pourront pas le faire. C'est possible que les enquêteurs le fassent après. Les enquêteurs peuvent rappeler après. Mais c'est sur le champ, on ne peut pas le faire parce qu'il y a des mesures conservatoires que les enquêteurs mènent. Et je pense que de la déontologie des enquêteurs, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est... Voilà, dans le chien ivoirien, je vais vous parler maintenant. Vous savez, avant l'attaque d'Indotré, il y a eu des terroristes qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Des terroristes qui ont attaqué Bassam, Grand Bassam, qui ont tué des gens, qui ont tiré sur des civils. Ils ont tué des gens, comme dans la rue, n'importe comment. Alors, depuis ce jour, la Côte d'Ivoire est en alerte rouge. Après ça, la Côte d'Ivoire a subi encore des attaques à Kafolo. À Kafolo, des Ivoiriens ont été tués. Donc, depuis ce jour, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire est en alerte rouge. Et après la première attaque de Kafolo, il y a eu encore une deuxième attaque à Kafolo. Donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé à Indotré, on nous fait croire qu'il y a eu une attaque. Maintenant, nous allons en parler. Mais doucement et sûrement. Voilà, pour ne pas sauter des étapes. Ici, je vais vous montrer déjà quelque chose. On nous fait croire que ce sont des hommes qui étaient lourdement armés. Et je vais vous montrer une photo. Un commando lourdement armé frappe. Voici ce qu'on nous présente. Voilà. Vous voyez sur la photo, vous voyez des commandos. Vous voyez? Ça, ce sont des commandos. Ce sont des commandos qui ont des armes lourdes. Voilà. Ça, ce sont des commandos. Et c'est sûr qu'ils sont lourdement armés. Parce que lorsqu'on regarde dans les mains, ils sont lourdement armés. Ça, c'est ce qu'ils ont mis dans les journaux. Et ils ont montré au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils ont montré au peuple de Côte d'Ivoire. Maintenant, nous allons parler de cette histoire en profondeur. Il y a eu 3 personnes qui ont été tuées sur le champ de bataille. Mais la première chose que moi, je remarque, parce que la première chose que je remarque, c'est une photo qui tire mon attention. Cette photo. Vous voyez cette photo? C'est une personne qui est couchée là. Regardez sa position. Avant que je parle, regardez sa position. Ce monsieur est couché sur le ventre. Les 2 mains, je peux dire au niveau de son cesse. Ce qui veut dire, cette personne était déjà sur le lieu du combat. Si on doit faire des analyses profondes, selon la position qu'est couché ce monsieur, nous pouvons dire, s'il est tombé et que, vu que les affrontements se sont passés tellement proches du camp, parce que il était couché devant le portail du camp militaire qui a été attaqué. Donc, les sentinelles qui étaient devant le camp, ils n'étaient pas armés des PA, ils avaient des Kalachnikov. Et ces Kalachnikov, ce n'est pas des jouets. Donc, une personne qui est couchée dans cette position, vous voyez, ce qui veut dire ce monsieur a été tué, il a reçu les balles dans le dos. Parce que pour être couché dans cette position, il faut que tu reçois les balles dans le dos. Soit il fuyait et qu'ils ont tiré sur lui. Mais, comme par hasard, j'ai agrandi la photo et je regarde très bien. Vous avez certainement vu cette photo. Vous avez vu cette photo. Cette photo-là, il n'y a pas d'impact de balle dans le dos de ce monsieur. Ce monsieur, il n'y a pas de balle, il n'y a pas d'impact de balle dans le dos. Vous regardez tout son corps, dans son dos, est tellement propre, il n'y a pas eu d'impact de balle dans son dos. Et vous pouvez encore aller vérifier dans les photos des assaillants.
Et regardez très bien cette photo. Il n'y a pas d'impact de balle dans son dos. Ce qui veut dire, si ce monsieur, il a reçu une balle de face, c'est-à-dire, il allait attaquer le camp et il a reçu des balles de face, puisqu'il était proche du camp, alors ce monsieur ne devrait pas tomber dans cette position. Tu ne peux pas recevoir une balle d'une Kalachnikov de face et tomber comme ça, à plat ventre. Juste et en plus les mains sur ton sexe, tomber comme ça. Non, c'est impossible. Parce que ce monsieur, il a été tué peut-être même pas à 15 mètres du portail. Il a été tué même pas à 15 mètres du portail. Regardez sur son dos. Et regardez la position, comme il est couché. Il n'a pas reçu les balles du dos. Donc, il a reçu soit les balles de face. Mais s'il a reçu les balles de face, ce monsieur ne devrait pas être couché comme ça. C'est-à-dire, les deux mains tranquilles dans le cesse, couché tranquillement. Nous allons continuer dans la démonstration. Mais je vais vous demander de partager le direct au maximum. Nous sommes à 600 personnes. Nous pouvons monter peut-être à 500 partages. Donc, les gars, continuez de partager le direct. Je vais continuer dans la démonstration. Je vais vous dire encore, ce monsieur qui est couché là, si ce monsieur est réellement mort, parce que j'ai vu une vidéo où il était couché de dos. Et je vais vous montrer la vidéo. Mais nous allons parler un peu de la photo. De la manière que ce monsieur est couché de face. De la manière qu'il est couché de face. On pourrait dire qu'il s'est trimballé jusqu'à ce qu'il arrive là. Mais si ce monsieur s'est trimballé à arriver là où il est couché, il devrait avoir les traces du sang jusqu'à ce point, au point où il est venu mourir. Or, autour de lui, il n'y a pas de traces de sang. Il n'y a pas de traces de lutte. C'est-à-dire, il ne s'est pas débattu jusqu'à arriver là où il est couché. Ce qui tire encore mon intention, c'est que ce monsieur a été tué soit par les Ivoiriens, par les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire à 1h du matin. Parce que l'affrontement a eu lieu à 1h du matin. Ce qui est bizarre dans cette histoire, lorsque Ange Kessi va s'expliquer, il ne nous donne pas le temps dont a duré le combat. C'est-à-dire, il ne nous donne pas le temps exact parce que les sentinelles qui ont mené le combat pouvaient nous dire exactement combien de minutes a duré le combat. Donc, si le combat a duré 15 minutes de combat ou crépite des armes, je peux vous jurer que toi qui es dans ce combat-là, tu te dis que le combat-là, même si c'est 5 minutes là, tu te dis, ça fait au moins plus de 5 jours que tu es en train de combattre. 5 minutes seulement. Tu peux te dire, là où tu es là, 5 minutes, hein, tu peux te dire, ça fait au moins 5 jours que tu es en train de combattre. Donc si ce combat a duré 15 minutes, 15 minutes c'était trop. Lorsque ce monsieur il a reçu les balles qu'il est tombé là, il ne devrait pas déjà tomber sur son ventre. Voilà, parce que s'il a reçu les balles de face, il ne peut pas. Non seulement, il était à moins de 15 mètres du portail. Il était à moins de 15 mètres du portail. Donc, s'il reçoit une balle de Kalachnikov, normalement, la balle doit traverser son corps. Il n'avait pas de gilet par balle sur lui. Donc, s'il est à moins de 15 mètres du portail, lors de l'affrontement, la Kalachnikov, les balles devraient traverser ce monsieur. Mais nous ne voyons pas d'impact de balle sur son dos. Donc, ce qui veut dire, même s'il a été tué de face, les balles n'ont pas traversé. Ce qui est bizarre d'abord. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons continuer et nous allons montrer ce monsieur de face. Excusez-moi, hein. Je vais continuer, mais je vais vous montrer déjà
Vous voyez le portail? Voilà, vous voyez le portail. Vous voyez où le soi-disant assaillant est couché? Voilà. On nous a dit ici qu'il y a un assaillant qui a été blessé, qui a été conduit aux urgences. Ici, nous voyons une couverture qui couvre un assaillant. Je vais montrer en photo, ça sera encore plus simple. En photo, ça sera encore plus simple. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer en photo, ça sera plus simple. Je n'ai pas eu la photo. Bon, nous allons continuer comme ça. Les photos sont dans le téléphone. Bon, nous allons continuer quand même. Avec la vidéo. Bon. Vous voyez ce monsieur qui est couché là? Vous voyez l'assaillant qui est couché? Ce même monsieur. Voici ce même monsieur. Ce monsieur n'est pas mort. Ce monsieur-là, il n'est pas mort. Là, il a les yeux ouverts. Il a le poing fermé. C'est le même monsieur qui est couché. Oh, pourquoi j'ai pas eu la photo? Oh, putain, j'ai pas pris la photo. Je viens vite faire. Je vais vous démontrer. Je vais vous démontrer que ce monsieur-là, il y a trop de choses. Il y a trop d'incohérences. Je vais vous montrer, je vais vous démontrer. Hein. Voilà. Où sont les photos? Voilà. Je crois que je devrais le voir. Voilà. Voici ce monsieur. Ce monsieur est couché là, point levé. Il est couché point levé, ce qui veut dire qu'il est encore vivant. Mais, ce monsieur que vous voyez là, se retrouve là. Oh, il y a beaucoup de photos que je n'ai pas prises, putain. Ce monsieur se retrouve là. Je vais vous montrer. Voilà. Voici ce monsieur qui se retrouve là. Continuez à partager le direct. Partagez le direct. Nous allons rentrer en profondeur. Partagez le direct. Maintenant, je vais vous dire une chose. Avant de démonter toutes ces photos-là, je vais vous dire une chose. L'attaque a eu lieu, la soi-disant attaque a eu lieu à 1 h du matin. Les sentinelles ont abattu 3 personnes. Et bien avant cela, avant qu'on vienne prendre ces photos, ce qui veut dire à 1 h du matin, ils ont fait des ratissages. Or, pourtant, ces corps-là, ces corps que vous voyez sont couchés devant le camp militaire. Or, pourtant, il y a eu des ratissages sur peut-être 300 mètres, 500 mètres. Il y a eu des ratissages pour essayer d'attraper les autres. Maintenant, à 1 h du matin, lorsque ces gens ont été abattus devant le camp, pourquoi les sentinelles n'ont pas pris les corps pour regrouper les corps à quelque part? Et c'est ce qui veut dire qu'à 1 h du matin, on mène un combat. On arrive à tuer les ennemis en pleine ville, c'est-à-dire devant nos camps militaires. On laisse les corps couchés là. Et nous, on va se coucher tranquillement. On se couche, on dort. Et le matin, à 8 h du matin, on appelle maintenant la presse, la police, la gendarmerie. Les gars, venez voir ce que nous avons fait. Voilà les corps que nous avons tués. Ça, c'est dans les films que ça se passe. Déjà, à 1 h du matin, lorsque ces personnes ont été neutralisées,
Déjà, ces corps devraient être regroupés. Bien avant de regrouper ces corps, on devrait déjà appeler la police scientifique qui devait venir s'occuper des corps. La police scientifique, parce que c'était un état d'urgence. Donc, la police scientifique devait venir déjà sur le corps pour venir vérifier l'état des lieux et ensuite récupérer tout ce qu'ils trouvaient avec les assaillants. Mais à 1 h du matin, des assaillants ont été abattus devant le camp militaire. On les laisse là devant le camp et on va dormir tranquillement. Sans oublier que parmi les assaillants, il y a un qui était toujours vivant. Parce que on ne peut pas tuer, on ne peut pas faire un ratissage devant le camp militaire. On ne peut pas faire un ratissage sur peut-être 500 mètres ou 1000 mètres. Nous venons d'être attaqués par des assaillants non identifiés. Et nous allons neutraliser 3 personnes et les laisser là, coucher là. Et puis aller, nous on va se balader. Et le lendemain à 8 h du matin, on vient prendre maintenant des photos. Regardez ce que nous avons fait. Et c'est maintenant à 8 h du matin qu'on vient récupérer les téléphones de ces personnes. C'est à 8 h du matin qu'on vient récupérer les armes de ces personnes. Vous trouvez ça normal? C'est dans quel pays on voit ça? À part les films où on peut tuer les gens et puis on laisse les corps là et puis on s'en va. On va dormir tranquillement. C'est impossible déjà. Continuez de partager le direct, les gars. Partagez le direct. Je viens de commencer. Je vais vous montrer, je vais vous démontrer ce soir que Ange Kessie, c'est un menteur. Mais montez le score. Pétez, les gars. Maintenant, ce qui est bizarre dans cette histoire, ce gars que vous voyez là, ce gars qui est couché là. Oh merde. Ce gars qui est couché là, c'est la même personne qui était dans le trou. Ce qui veut dire, il a reçu des impacts, il a reçu des balles. À moins de 500 mètres, non 500 mètres c'est trop. À moins même de 15 mètres parce que peut-être il était en face du camp. Donc il a reçu des balles. Et donc il va se cacher dans le caniveau. On fait le ratissage. On vient à côté du camp. On voit ce monsieur qui est agonisant. On le laisse là. Et puis lui, il est couché dans le caniveau. Et le lendemain matin, malgré qu'il n'est pas mort, parce que la première des choses, lorsque on neutralise les assaillants, on récupère ceux qui sont encore vivants pour aller les soigner, pour avoir des informations. Mais non, ce monsieur a été laissé à 1 h du matin lorsqu'il a été tué et il a été abattu. Il a été laissé dans le trou à 1 h du matin. Et le matin, à 8 h, on vient chercher le monsieur et on le prend en photo. Je ne sais pas si c'est celui-là qu'on appelle survivant ou qui. Mais voilà. Avant de le prendre comme ça en photo, il a été montré comme quelqu'un qui est mort. Parce que là, ce monsieur, là, il est couvert. Il y a une photo qui le montre plus, mais là, je n'ai pas la photo. Le monsieur est couvert tout le corps. Ce qui veut dire il est déclaré comme quelqu'un qui est mort. Lorsqu'on couvre une personne comme ça, la personne est déclarée comme quelqu'un qui est mort. Donc, si cette personne est morte, pourquoi la même personne se retrouve là vivant? Pour vous donner encore la preuve que c'est la même personne, je viens. Il est là. C'est la même personne qui était dans le trou. La même personne qui était dans le trou a été déclarée comme une personne qui est morte. Et après, déclarée comme vivant, un point levé et les yeux ouverts. L'État de Côte d'Ivoire. Allons doucement, je vais vous démontrer ce soir. Maintenant, on nous fait croire que la Côte d'Ivoire est attaquée avec des armes lourdes. Des armes lourdes. Je viens. Des armes lourdes. Voici ces armes lourdes. Pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, ça, c'est ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire appelle des armes lourdes. Mais moi, je vais vous montrer ce qu'on appelle armes lourdes. Vous voyez ça? Vous voyez ces armes-là? C'est ça là, on appelle armes lourdes. Nous allons continuer.
Donc cette personne, déjà, qu'on nous fait croire qu'elle est morte au début de la vidéo, cette même personne se retrouve vivant après à 8 h du matin encore pour prendre cette personne en photo, bien jolie, pour montrer aux Ivoiriens, regardez, nous avons neutralisé des assaillants. Ce qui est bizarre, c'est incroyable. On voit que on le voit que dans les films. Mais nous allons continuer. On nous a montré des permis de conduite. Ça, voici ce qu'on nous a montré comme pièce d'identité, ce qui était permis du monsieur. Ça, c'est un permis qu'on nous montre. C'est un permis qui a été tapé par les hommes en Côte d'Ivoire, un faux permis qui n'a rien à voir avec le permis libérien. Voilà. Je vais vous montrer un permis libérien. Voici le vrai permis libérien. Vous voyez la différence. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons continuer, mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Cette histoire qu'on nous fait croire que la Côte d'Ivoire est en train d'être attaquée par des hommes venus du Libéria, des hommes bien organisés, n'est pas seulement pour empêcher le président Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire ou essayer de, je ne sais pas, effrayer les partisans du président Gbagbo et les opposants. Parce que cette histoire va au-delà de ce que vous-même vous pensez. Écoutez. Après un ratissage des forces de défense et de sécurité, le calme est revenu aux alentours de la base militaire de Dautré. Mais certains commerces sont restés fermés ce mercredi, car les habitants de ce quartier sont encore sous le choc. Donc c'est ça qui a fait que... Voici la même personne. Il vient de rentrer chez moi, il n'a pas pu rentrer. Bon, j'ai vu 4 à 5 personnes. Mais ils n'étaient pas entrés. Ils étaient en civil. Bon, c'est pas là qui m'intéresse, hein, parce que c'est là. Des trous, il y avait 3 morts comme les études. Ils sont partis. La partie qui m'intéresse, écoutez. Même si la Côte d'Ivoire a connu plusieurs attaques terroristes à sa frontière nord lors de ces 10 derniers mois, la piste des groupes djihadistes n'est pour l'instant pas privilégiée par les autorités, car des pièces d'identité du Libéria ont été retrouvées sur les assaillants. Voici pourquoi je vous dis que cette histoire va au-delà des Ivoiriens. Cette journaliste française qui donne des fausses informations. Parce que même le passeport qui a été récupéré si le soi-disant libérien est un faux passeport. Lorsqu'on compare un passeport libérien et ce passeport retrouvé sur la victime, c'est deux choses différentes. Maintenant, cette journaliste qui se lève pour venir donner des fausses informations est une Française. Est une Française. Sans mener des enquêtes, une journaliste française, sans mener des enquêtes, pour prouver que les documents qui ont été retrouvés sur les assaillants étaient des vrais documents, donnent des informations qui s'avèrent fausses. Parce que non seulement le permis est un faux permis, ce n'est pas un permis du Libéria, le passeport est un faux passeport, ce n'est pas un passeport du Libéria, c'est une imitation qui a été mal faite. Même le permis, pareil. Mais cette journaliste, elle se lève pour dire, pour donner des fausses informations. Et ça, c'est TV5 qui le fait. C'est la France qui est au contrôle de tout ça encore. C'est pour ça que je vous dis, cette histoire va au-delà de ce que vous pensez. Mais nous allons aller en profondeur. Qui cherchaient peut-être à se procurer des armes par le passé lors des différentes crises en Côte d'Ivoire. J'aimerais dire ici à cette journaliste qui nous fait croire que oui, les assaillants qui ont essayé de pénétrer dans le camp allaient chercher des armes. Je vais vous dire une chose, madame, soi-disant journaliste. Si la Côte d'Ivoire veut recruter des kamikazes, parce que cette histoire que vous nous présentez, ça nous montre que ceux qui sont allés devant le camp étaient des kamikazes, des gens qui prennent des machettes pour aller affronter des gens qui ont des kalachnikovs.
Donc, on peut appeler ça des kamikazes. C'est des gens qui ont sacrifié leur vie. Alors, des gens qui sacrifient leur vie ne peuvent pas aller devant un camp pour dire ils veulent pénétrer dans le camp avec des machettes pendant que ceux qui sont en face ont des kalash. C'est que ces personnes-là sont soit pétées de la tête ou ils ont un problème. Maintenant, si ces personnes, on veut recruter des gens pour aller faire ce genre de boulot, pour aller se sacrifier, mais pourquoi ne pas attendre qu'Alassane Dramane Ouattara rentre en Côte d'Ivoire et envoyer ces gens-là directement au palais, puisqu'on savait que ces personnes-là allaient mourir. Alors, il fallait envoyer ces personnes-là directement au palais présidentiel, à la résidence d'Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'on ne peut pas prendre des gens qui sont des kamikazes pour les envoyer devant un camp militaire pour les sacrifier. Il faut les envoyer directement chez le président. Mettez des cœurs, partagez le direct. Nous allons rentrer en profondeur. Des mercenaires libériens avaient été utilisés par les différents camps en conflit, selon un rapport de l'ONU. Désormais, elle nous fait croire ici que des mercenaires libériens ont été utilisés. Pendant la crise de 2010-2011, 7 journalistes, sans mener des enquêtes, sans aller sur le terrain pour vérifier si ce qui s'est passé est vraiment réel ou soit ces informations qui ont été données sont vraies. Elles se lèvent pour faire des allégations. Gens pour dire que oui, ceux qui sont allés attaquer le camp viennent du Libéria. Et oui, pendant la crise, donc il y a les gens qui ont utilisé des Libériens pour mener la guerre de 2010-2011. C'est-à-dire Ouattara a utilisé des Libériens, le président Gbagbo a utilisé des Libériens. Donc aujourd'hui, si on veut attaquer Ouattara et les Libériens attaquent, c'est que c'est le camp de Gbagbo. Voici ce qu'elle veut nous faire comprendre. C'est très simple. C'est pour ça que je vous dis que cette histoire va au-delà de ce que vous pensez. Mais nous allons rentrer en profondeur. Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Oh là là, j'espère que je l'ai envoyé. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Malheureusement, c'est renversé. C'est renversé, vous ne pouvez pas lire. Mais ici, c'est l'ambassadeur de France qui parle. L'ambassadeur de France, Jean-Christophe Béliard, annonce qu'en 2022, l'Union européenne fera une entrée dans le projet de création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire en 2022, là, l'Union européenne, la France, vont créer une cellule de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, en Côte d'Ivoire. Et là, je vais m'adresser directement aux soldats, aux militaires, aux gendarmes, aux policiers de Côte d'Ivoire. Cette histoire-là, vous amusez, hein, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. La Côte d'Ivoire va être utilisée pour créer une base arrière de déstabilisation de l'Afrique. Voici pourquoi Alassane Dramane Ouattara s'est déplacé pour aller en France. La Côte d'Ivoire va être utilisée parce que prenons quelque chose de très simple. La Côte d'Ivoire est attaquée. Grand Bassam. Il y a eu des jadis qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Il y a eu plusieurs morts. On nous a dit qu'ils allaient mener des enquêtes. Il n'y a jamais eu de résultat. On nous a dit, Soro Guillaume voulait faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, qu'ils allaient mener des enquêtes. Il n'y a jamais eu de résultat. Kafolo a été attaqué 2 à 3 reprises. Ils nous ont dit qu'ils allaient mener des enquêtes. Il n'y a jamais eu de résultat. Ça, c'était une manière de préparer l'esprit des Ivoiriens. Ce qui arrive, c'est que la Côte d'Ivoire va être utilisée pour créer une cellule de base arrière, de déstabilisation de l'Afrique. C'est ce qui arrive. Mais lorsqu'ils vont créer cette cellule, que la France et l'Union européenne, même les États-Unis vont rentrer dedans. Parce qu'eux aussi, ils ont les terrains à conquérir en Afrique. Tous ceux-là vont rentrer dedans. Et ça sera en Côte d'Ivoire. Et pour renforcer cette histoire de cellules d'antiterrorisme en Côte d'Ivoire, ils vont faire plusieurs attaques en Côte d'Ivoire. Comme ce qui s'est passé à Grand Bassam. Et je mets les Ivoiriens en garde. Ne vous pressez pas
Ça arrive très bientôt. Ils vont utiliser des soi-disant jadis pour aller attaquer encore en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé à Kafolo, ce qui s'est passé à Abidjan, avant d'aller à Kafolo, et ça va se répéter plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens, ils diront quoi? Oui, voici pourquoi on veut créer une cellule en Côte d'Ivoire. Et ils ont déjà l'autorisation de